Donc, bonjour encore pour ceux qui viennent de nous rejoindre à pareil instant. Nous allons essayer de développer la thématique autour de l'optimisation de la résilience des cultures maraîchères en RDC. Pas que les cultures maraîchères, toutes les cultures en général, mais je voulais spécifiquement aborder les cultures maraîchères et voir comment est-ce qu'on peut explorer les opportunités face aux défis climatiques qui se posent actuellement. Donc, nous allons poursuivre un plan bien détaillé. On va revenir sur le contexte de la RDC et des cultures maraîchères. On parlera justement aussi des principaux effets climatiques sur ces cultures. On va voir pourquoi est-ce qu'il est important que ces cultures soient résilientes face au changement climatique. Après, on pourra juste survoler le quatrième point qui revient sur le conflit entre l'agriculture et la conservation, qui est un sujet pendant nos discussions techniques qui pourra être peut-être développé l'année prochaine. Et on parlera de pratiques résilientes avec deux cas d'études du Kenya, de l'Ouganda, et un peu du Rwanda aussi, de voir quels sont les impacts qui ont été observés, surtout sur base de projets qui ont été mis en œuvre en RDC, spécifiquement à l'est de la RDC, des stratégies d'optimisation de cette résilience et quelles sont les opportunités qui s'offrent non seulement aux techniciens agricoles ou aux gestionnaires des aires protégées, mais aussi également aux praticiens, ça veut dire de la RDC et de son contexte. D'aucuns ignorent que la RDC est classée parmi les pays pauvres au monde. Je pense qu'il est avant, si c'est comme ça que ça s'est dit, avant 63e pays pauvre au monde. Pourtant, il est doté de beaucoup de ressources naturelles. Nous, en RDC, on dénombre 7 parcs nationaux, 5 domaines de chasse et réserves, 7 autres aires protégées. Euh, Mais malheureusement, toutes les communautés qui vivent autour de ces aires protégées restent vulnérables et moins résilientes, tout autant aussi pour l'agriculture. Cela est aussi intensifié par l'instabilité politique, une crise généralisée, des déplacements massifs. Vous savez, actuellement, à l'est de la RDC, avec le conflit euh, avec le groupe armé qu'on appelle habituellement M23. L'OIM a dénombré l'année passée 7 millions de personnes déplacées internes. Ça veut dire que quand ces personnes-là sont déplacées, automatiquement, ils abandonnent leur terre qui est euh, un élément pour eux pour produire. En même temps, c'est la famine qui rentre dans toute la province et toutes les provinces qui dépendent justement de cette production parce que au Nord Kivu, par exemple, c'est la province qui fournit un peu les produits agricoles au sud, au nord, un peu jusque dans la capitale, à Kinshasa. Il y a aussi un problème d'insécurité foncière où euh, les ménages n'ont pas accès à la terre et justement aussi un accès limité aux ressources financières. De manière générale, les aires protégées représentent 8% du territoire congolais. Le, le territoire congolais, vous savez qu'il a 2 345 000 kilomètres carrés. Dans les 8%, ça représente 19 279 918 hectares. Et les FEWS ou le Famine Early Warming System Net a produit cette année, c'était au mois de mai, une cartographie des zones qui disponibilisent les ressources pour le moyen de subsistance.
Et quand on essaie de visualiser un peu sur cette carte ici, on va se rendre compte que toutes les zones où il y a une coloration plutôt verte foncée, verte et vert pétrole aussi, ce sont des zones, quand on lit la légende, qui sont essentiellement des zones forestières où on retrouve des forêts, donc des aires protégées. Et ce sont des zones où la production agricole est favorable. Mais quand on zoome aussi un peu sur Goma qui est en couleur chocolatée, on remarque que le chocolat est une production agricole. Alors en RDC, on produit beaucoup de cultures maraîchères, mais les principales sont justement la pomme de terre qui vient en tête. Euh, et la production annuelle est de 40 tonnes à l'hectare. Ça peut varier, ça va jusqu'à 45 tonnes à l'hectare. Les choux, euh, les oignons, les carottes, la tomate et bien d'autres. Il y a d'autres produits maraîchers comme l'ail, la salade, les persils et la menthe et bien d'autres cultures maraîchères qui sont produites localement. Euh, Maintenant qu'on arrive à la phase d'une question pour essayer de savoir un peu ce que l'audience sait de notre sujet. Nous aimerions bien qu'ils réagissent par rapport à ces deux questions qui sont posées. Nous avons reçu plusieurs réponses. Euh, Donc, nous avons reçu plusieurs réponses pour savoir la manière dont les changements climatiques impactent les cultures de manière générale et les cultures maraîchères en particulier. Il y a eu ceux-là qui ont parlé des sécheresses, des inondations, de la diminution des rendements qui plutôt est une conséquence de l'appauvrissement des sols. Et donc, justement, ça, c'est une étude comparative sur laquelle nous nous étions basés pour réaliser une étude qui est en cours et qui serait peut-être publiée d'ici là. C'est les principaux effets climatiques au niveau du Québec. On a remarqué justement que les produits maraîchers étaient fortement influencés par certains effets de changement climatique, notamment les excès de chaleur, la sécheresse, les excès de pluie qui causent justement les inondations, les excès de vent violents, les gels et la grêle. Et quand on fait la lecture de cet histogramme ici, on se rend compte que les pluies et les pluies étaient justement, les excès de pluie étaient justement le pire effet ou les pires ennemis des cultures maraîchères au niveau du Québec. En réalisant une étude en 2020 aussi au niveau du Nord Kivu à l'Est, dans les territoires de Nyiragongo et dans le Grand Nord, et en comparant les résultats précédemment visualisés, nous nous sommes donc rendus compte que les cultures maraîchères au niveau de la RDC subissaient presque les mêmes effets climatiques. Et quand on fait la lecture, on se rend compte que euh, les excès d'eau des pluies, justement, sont les pics, parce qu'ils créent, ils conduisent à des inondations. Donc, sont les pics des effets climatiques les plus redoutables des cultures maraîchères. Et on a aussi reçu des réponses par rapport à la résilience face au changement climatique. Et beaucoup ont dit que la résilience était justement la capacité d'une culture à s'adapter à ces différents effets.
un secteur qui est en croissance du fait de l'augmentation des besoins alimentaires. Ça a été remarqué par un certain chercheur. Mais malheureusement, les stratégies sont fondées sur des activités de débrouillardise. Et comme vous pouvez visualiser sur l'image là, vous voyez des gens qui ont des choux, des carottes et qui se précipitent tous au même moment sur les véhicules pour vendre. Parce que justement, la culture ou les secteurs maraîchers est considéré en RDC comme un secteur déjà informel parce que beaucoup des producteurs ne sont pas organisés et c'est de la débrouillardise. Chacun vient pour vendre ses produits pour pouvoir survivre et justement subvenir aux besoins de lui et de sa famille. Euh, pour faire une petite digression, je vais vous amener un peu à côté du sujet central et on va y revenir. C'est, comme je disais déjà au quatrième point, par rapport au conflit qu'il y a entre l'agriculture et la conservation de la nature, un sujet qu'on pourra aborder l'année prochaine. C'est juste pour vous montrer que l'agriculture, comme ça se présente sur l'image à votre droite, euh, est une activité qui conduit à la déforestation des aires protégées. Ces aires protégées qui sont à la fois des habitats naturels pour beaucoup d'espèces, et qui sont également aussi des grands réservoirs de carbone parce qu'ils séquestrent le carbone. Et le conflit, en fait, qui y a entre les agriculteurs et les parcs ou les gestionnaires des aires protégées, c'est ce que j'ai évoqué tantôt dans mon introduction, ce qu'il y avait de problèmes fonciers et que quand la fertilité, par exemple, diminue dans les zones riveraines des aires protégées, les agriculteurs sont tentés, sont amenés à aller exploiter des espaces encore vierges. Déjà, ils déforestent pour avoir des lopins de terre pour produire. Et au Nord Kivu, par exemple, dans les parcs de Virunga, actuellement, c'est une étude récente de 2023, je pense. On montre que sur euh, le 780 000 kilomètres carrés du parc national de Virunga, on a déjà déforesté au moins 115 000 hectares pour des besoins non seulement de bois, mais aussi pour des besoins agricoles. Et cela conduit à la destruction des habitats pour la faune. Les oiseaux qu'il y a là peuvent déjà même vous montrer qu'ils sont en train de migrer parce qu'ils sont menacés. Il y a la déforestation, il y a la dégradation de paysages et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'était une digression juste parce qu'on parle de soirée conservation pour montrer les conflits qu'il peut y avoir entre l'agriculture et la conservation de la nature. Maintenant, parce que je suppose que vous êtes resté sur votre page prévue pour cette présentation. Euh, je ne sais pas si l'audience me capte toujours. Oui, on vous entend, Monsieur Mouloumé. Donc, merci. J'ai rebalancé la troisième question sur Menti pour savoir comment est-ce que vous pensez que les aires protégées peuvent contribuer à la résilience des cultures maraîchères. Donc, je vais attendre des réponses. Monsieur Mouloumé, vous avez combien de réponses? J'en ai maintenant, je vais dire 8. C'est Ok, largement suffisant, je pense, pour qu'on continue. ok. Donc, avant de passer à ma présentation, j'étais en train de noter certaines réactions. On ne pourrait plus. Donc, c'est la toute dernière question pour moi pour cette session de présentation interactive.
Et je remercie déjà l'audience qui est à l'écoute et qui a réagi aux différentes questions. Et par rapport à cette toute dernière question de cette présentation, certains disent que les aires protégées peuvent faciliter l'augmentation de la production, euh, disponibilisent les conditions d'adaptation, euh, capaciter les agriculteurs. D'autres ont dit que c'était une question complexe, mais on va voir tout ça maintenant. Donc, justement, pour ceux qui ont répondu, les aires protégées jouent un grand rôle dans la résilience des cultures maraîchères à travers beaucoup de mécanismes. À travers la conservation de la biodiversité elle-même, justement, on pourrait regrouper tous les bienfaits des aires protégées dans les différents services écosystémiques que une aire protégée rend à l'homme ou aux communautés. Les aires protégées peuvent aussi jouer un rôle dans la lutte biologique contre les ravageurs, puisqu'ils sont des grands réservoirs de la biodiversité. Certains prédateurs des ravageurs peuvent quitter là pour aller justement lutter biologiquement contre les ravageurs. Celui qui a dit que ça favorisait des conditions justement d'adaptation. Il y a les climats favorables pour les cultures, en tout cas pour certains, l'atténuation du changement climatique en séquestrant le carbone. Comme je disais, tout ça peut être regroupé dans les différents services écosystémiques que les aires protégées forestières surtout offrent aux différentes communautés, etc. Donc, pour passer au sixième point, il y a aussi notamment à côté de tout ce que les aires protégées peuvent fournir à l'homme, différentes pratiques pour la résilience des, des produits maraîchers. Et ces pratiques actuellement doivent stress climatique, mais d'un autre côté pour accroître les rendements. C'est vrai, c'est un grand dilemme quand il faut adopter des pratiques résilientes qui sont durables et en même temps accroître les rendements. Mais beaucoup de pays, comme on va le voir dans les exemples qui suivent, ont, ont su profiter de ces pratiques durables pour améliorer les rendements. Et toutes les pratiques, je pense que l'audience maîtrise certains ou ont déjà entendu parler de certains comme l'agroécologie, l'agriculture biologique, l'agroforesterie, qui est à la fois l'agriculture et la mise en place de certaines espèces forestières euh, pour beaucoup justement d'avantages bénéfiques réciproques. Il y a des techniques de conservation de l'eau, la rotation de culture, l'utilisation des variétés résistantes, ce qui est très important par rapport à la résilience aussi, etc. Donc, euh, pour les exemples des pratiques locales, par exemple, que nous avons mises en œuvre, il y avait l'association des cultures, les compostages naturels, les systèmes de polyculture qui reviennent à l'association de culture. Euh, je pense que j'ai dupliqué certaines choses ici. Mais comme je disais, toutes ces pratiques ici s'inscrivent dans la logique de l'agriculture durable. Euh, pour parler de certaines études de cas, je commençais à anticiper déjà en présentant les différentes pratiques agricoles durables. J'ai travaillé, par exemple, pour deux projets. Ça, le premier projet, il n'a rien à voir avec les maraîchers, mais je l'ai juste mis là pour montrer comment est-ce que l'appui aux riziculteurs de la plaine de la Rosée, c'est au sud, euh, c'est à l'est de la RDC, mais vers le sud Kivu.
a permis justement de sauvegarder certaines espèces de hippopotames à travers des sensibilisations et à travers des appuis qui ont été apportés aux différentes organisations à base communautaire. C'est pareil pour le projet d'appui à l'agriculture maraîchère au niveau du PNV où nous avons eu à renforcer les capacités de beaucoup d'acteurs. Vous pouvez voir déjà les mamans qui sont réunies et les autres là, ce sont certains les maris qui pratiquent le braconnage dans les parcs, mais qui ont été réunis dans des associations. Et on va voir peut-être les impacts qui ont été observés après. Mais tout cela, toute la mise en œuvre de toutes ces actions ont permis à la fois aux agriculteurs de tripler, doubler, voire tripler riveraine de ces parcs. Il y a eu aussi des activités mises en œuvre qui sont des activités alternatives au braconnage qui ont été initiées. Et ceux qui sont restés depuis que moi je suis parti, on pourra peut-être revenir sur ça dans les questions, peut-être les réponses, ont continuellement mis en œuvre des activités et aujourd'hui il y a beaucoup de résultats tangibles qui sont observés au niveau local, à la fois pour les agriculteurs et aussi pour les aires protégées. Donc, comme je disais tantôt, la phase où moi je travaillais, par exemple, dans les parcs nationaux de Virunga entre 2018, 2019, 20, jusqu'en 2022, parce que les résultats de National Geographic datent de 2022, a coïncidé au retour progressif de plus ou moins 600 éléphants qui avaient fait longtemps sans être dans leur zone habituelle à cause de ces différentes activités, conflits, agriculture et conservation dont j'ai évoqué précédemment. Et ce n'est pas que la sensibilisation à elle seule qui a contribué à ce retour imminent. Il y avait quand même aussi un très grand projet d'électrification, enfin, de construction d'une clôture électrique autour du parc qui a essayé de limiter en quelque sorte l'évasion dans les zones ou dans je veux dire, au niveau des habitats des éléphants. Et 40% des hippopotames ont été aussi sauvegardés au niveau de la plaine à travers justement des panneaux de sensibilisation qui avaient été placés sur leur couloir et à travers différentes sensibilisations. Alors, quelles sont finalement les stratégies d'optimisation de la résilience des cultures maraîchères face aux aléas climatiques? Donc, il y a déjà l'amélioration des pratiques existantes et comment cela se fait. Parfois, certains techniciens agronomes comme nous, ils ont tendance à penser que les, les producteurs au niveau local, ce sont des tabula rasa, comme on dit, qui n'ont aucune connaissance, qui ne savent rien, mais pourtant, avec certaines pratiques qu'ils ont, même s'ils le font de manière quelquefois abusive, ils savent comment est-ce qu'ils peuvent lutter contre certains aléas climatiques. Donc, il y a actuellement, c'est depuis un moment que la technique de champ école paysan a été mise en œuvre dans beaucoup de programmes et de projets agricoles à l'Est où on doit venir apprendre aux agriculteurs certaines nouvelles pratiques d'adaptation pour qu'ils aillent les appliquer dans leurs différents champs en vue d'augmenter la production et d'avoir un bon rendement à l'issue d'une saison culturelle. Et à la diversification des cultures, on en a parlé. Il y a l'amélioration de la gestion de l'eau. C'est, c'est presque comme une répétition par rapport aux pratiques parce que c'est la stratégie qui conduit justement à adopter une telle pratique. La stratégie est libellée alors que la pratique est mise en action. Donc,
Je vais pas trop m'atteler sur les stratégies. Il y a aussi la gestion intégrée de peste, l'utilisation de revenus sur ça par rapport aux pratiques agricoles durables. Il y a l'engagement communautaire et le travail avec les autorités locales. Ça, c'est très, très important comme stratégie parce que il faut parvenir à amener la communauté ou l'homme lui-même au centre de son problème, trouver une solution en collaboration avec les autorités locales qui sont là pour justement s'attendre à des résultats beaucoup plus intéressants. Il y a le renforcement de capacité, je venais de dire, ça passe à travers le FFS et justement le plus important pour s'adapter au changement climatique, c'est l'accès au financement et au marché pour l'écoulement des produits maraîchers. Donc, je disais tantôt qu'il y avait des pratiques qui existent au niveau du Kenya, surtout de l'Ouganda et au Rwanda, on pratique déjà ça. C'est la fameuse pratique d'agriculture intelligente face au climat, le Climate Smart Agriculture, le Climate Small Village, où on réduit à l'échelle pour essayer de voir comment est-ce que la pratique va se comporter et voir les résultats. Il y a le Climate Information System. Je pense que mon prédécesseur, le professeur Sebigunda, le doyen de la faculté d'agronomie de l'UNIGOM à l'est de la RDC, il est revenu suffisamment sur cette présentation la fois passée où il a montré des résultats intéressants, je vais dire, par rapport à l'intégration de systèmes d'information géographique pour le contrôle de l'agriculture en RDC. Justement, ça concernait la digitalisation agricole en RDC. Ce qui est une très bonne chose parce que dans sa présentation, il a montré qu'il y a maintenant actuellement la possibilité de géolocaliser ou de voir comment est-ce que le sol s'est comporté pour savoir que oui, là, ça peut produire, là, ça ne peut pas produire. Et ça revient justement sur la résilience parce que quand on plante une culture maraîchère à un mauvais endroit, on ne sait pas s'attendre à bien de résultats tout simplement parce qu'on ne savait pas quelles étaient les propriétés physico-chimiques de cette zone où on a mis la culture. Les FFS, c'est les Pharma Field School, je suis revenu sur ça tantôt. Il y a aussi très important dans l'évolution digitale de l'agriculture, une organisation à l'Est toujours qui est Kivu. Je pense que le docteur en a parlé, en a fait mention aussi, qui essaie de connecter les agriculteurs au marché. Et ça, on va voir que c'est une très grande opportunité pour les petits producteurs locaux. Euh, donc, pour insister sur le soutien institutionnel, beaucoup de projets à l'est de la RDC soutiennent un nombre important de personnes dans l'agriculture maraîchère. Et c'est ce soutien-là qui facilite l'adaptation au changement climatique. Culture de l'aide parce que quand ils ont les moyens pour mettre en œuvre toutes les pratiques durables de résilience, finalement, leurs cultures deviennent aussi résilientes. Et donc, finalement, les opportunités qui s'offrent actuellement aux différents agriculteurs sont de quatre ordres. Les innovations technologiques, je venais d'en parler, l'utilisation de satellites, des drones, des téléphones mobiles, des robots, l'intelligence artificielle AI, qui est maintenant très, très actuelle pour finalement permettre aux cultures d'être résilientes. Il y a des financements et partenariats, je venais d'en parler, on s'adapte à partir évidemment de financements. Il y a ma collègue qui a mené une étude en Afrique de l'Ouest au Ghana et qui voyait un peu, il a intégré les genres et les financements, surtout en agriculture maraîchère,
Et la problématique était que les producteurs maraîchers ne sont pas résilients face au changement climatique, autant pour leur culture, parce qu'ils n'ont pas les moyens escomptés pour la production. Et finalement, il y a les nouvelles perspectives. J'ai tantôt parlé des approches participatives, des plaidoyers, des infrastructures résilientes et le marché où on doit arriver à mettre ensemble les producteurs dans les différentes coopératives parce que, comme on dit, une seule main ne sait pas battre les tambours dans les dictons de chez moi. Il faut que les gens soient ensemble pour être plus forts et pour finalement négocier leur prix au niveau du marché. Donc, je suis à la fin de ma présentation. Nous avons essentiellement parlé de l'importance de la résilience des cultures maraîchères. Pourquoi est-ce qu'il est important d'adopter des pratiques durables? À la fois, c'est pour conserver l'environnement pour les générations futures, mais aussi également pour doubler les rendements. Les stratégies d'optimisation de la production maraîchère, c'est de ces stratégies ici que découlent les différentes pratiques, on en a parlé. Et ce qu'il faut comprendre dans tout cela, c'est que on est fort quand on est ensemble, la collaboration donc est de mise. Les partenariats sont très importants. Les communautés locales ont besoin de soutien institutionnel pour justement s'adapter et pour que leur culture s'adapte aussi aux effets de changement climatique. Et l'engagement permet de renforcer, l'engagement communautaire permet de renforcer la résilience face au changement climatique. Donc, euh, ce sera, je pense, Madame Laetitia, après ici, la phase de questions et réponses, je pense. Je, je tiens à remercier toute l'audience qui m'a prêté attention ce soir et surtout ceux-là qui ont réagi aux différentes questions qui ont été posées. Je vous remercie. Donc, on va maintenant passer à la session questions-réponses. Monsieur Mouloumé, vous pouvez arrêter le partage de votre présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez écrire vos questions dans le chat box et je vais les lire pour que Monsieur Mouloumé puisse répondre. Mais vous pouvez aussi lever votre main. Vous pouvez aussi lever la main et je vous donnerai la parole. Vous allez donc ouvrir votre micro et poser votre question. Donc, OK, je vois Monsieur André et Monsieur Alexis Boum qui ont la main levée. Monsieur André, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Et ensuite, je donnerai la parole à Monsieur Boum. Ok, bonsoir, je ne sais pas si vous me recevez très bien. Oui, très bien. Oui, moi j'avais bon en fait deux voire trois questions. La première question concerne, si j'ai bien compris, dans sa présentation, Monsieur David a évoqué l'agroforesterie. Et puis moi je voulais savoir, qu'en est-il, parce que moi je me dis quand on fait de l'agroforesterie, les écosystèmes ne sont pas forcément restaurés. Là peut-être on coupe, on déforeste un peu pour l'exploitation et on replante un peu. Maintenant, la biodiversité est perdue. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Et puis, ma deuxième question, c'est l'agriculture. Comme l'agriculture conduit à la déforestation, quelle serait la solution face au défi lié à l'insécurité alimentaire? Parce que on se retrouve dans un contexte où on a besoin de l'agriculture, mais en faisant de l'agriculture, ça conduit à la déforestation. Et puis, la déforestation, bon, forcément, ça a un impact sur les aires protégées, sur les forêts, sur la biodiversité. Et puis, ma dernière question, c'est concernant, bon, ça n'a pas trop trait à voir avec sa présentation, mais au niveau des conflits homme-faune, par exemple, je suis sur un site où on a en permanence des éléphants qui
entre là où il y a les habitations. Et puis moi, je voudrais savoir, que faut-il faire face à cette situation, par exemple? Merci. S'il n'a pas bien noté, je pourrais les reposer après. Ok. Merci, Monsieur André. Monsieur Mouloumé, vous avez pu saisir toutes les C'est mes- questions. Oui, c'est Oui, Monsieur Mbumba, pas Mbumbe. Ah, non, on parle de Monsieur Mouloumé, Monsieur Mboum. ah, ok. Bonsoir à vous. Ah. Donc, merci André pour ces trois questions. Je peux? On va donner la parole à Monsieur Mouloumé pour répondre et après Monsieur Mboum, vous aurez la parole pour poser vos questions. Ok. Donc, ce que j'étais en train de dire, Monsieur André, merci pour ces trois questions assez intéressantes. Donc, la première évoquait le système d'agroforesterie et tu as estimé que pour l'agroforesterie, il faut couper les arbres pour aller les replanter, ce qui n'est pas justement la pratique parce que en agroforesterie, ça veut dire tout simplement qu'on combine l'agriculture à, à certaines essences et cela, ça se commence un peu plus tôt. Donc, on essaye de planter autour, peut-être sur un champ, au niveau d'un champ, on essaie de planter des espèces à croissance rapide. Surtout, naturellement, ce qui se plantent, ce sont les légumineuses comme les acacias, euh, qui, quand ils vont pousser, ils vont justement faciliter ou ils vont fournir de l'azote au niveau des cultures. Ce n'est pas que seulement une combinaison avec les cultures agricoles, mais ça peut aussi être une combinaison avec l'élevage où les animaux trouvent quelque part de l'abri, mais aussi euh, du fourrage. Maintenant, il y a la seconde question que tu as Ok. évoquée. C'est André qui parle, toujours. Donc, la seconde question, tu as évoqué la situation de sécurité alimentaire. Euh, je voudrais bien savoir, puisque l'agriculture est un ennemi euh, des aires protégées, comme il conduit à la déforestation, et que, justement, on a besoin que les gens mangent euh, pour être en sécurité alimentaire. Je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. C'est vrai, il y a, par exemple, comme je disais tantôt, qu'il faut que les communautés locales ou les associations déjà qui se regroupent et qu'ils collaborent avec les autorités locales. Dans la réalité de mon pays que je connais bien, euh, c'est beaucoup plus les autorités locales qui détiennent un nombre important de terres. Parfois qu'ils ne les servent à rien, mais qu'ils détiennent pour les prestiges, pour, voilà, ça c'est la terre de la chefferie et tout, alors qu'il y a lieu de collaborer pour qu'on étende l'agriculture sur ces espaces et pouvoir produire à grande échelle pour nourrir justement la population. Mais aussi, au lieu de déforester ou au lieu d'aller détruire la forêt, il y a la possibilité dans les différentes pratiques que j'ai évoquées d'utiliser non seulement les variétés résistantes, mais aussi actuellement on commence d'avoir en disponibilité de produits et de répondre ainsi de suite en les saisons. La dernière question, tu disais par rapport au conflit homme-faune,
que faire face à cette situation? Je suis très content parce que tu as posé la question et je veux dire que tu as le malheur que je te connaisse et que je sache que tu es maintenant actuellement au Gabon où il y a des éléphants qui te rejoignent au niveau du lodge. Mais je pense il y a actuellement des pratiques qui sont mises en place pour dire ça, c'est surtout pour les éléphants, pour dire que quand tu rencontres un éléphant, il y a des choses que tu dois faire, des attitudes que tu dois prendre pour éviter que, par exemple, qu'il ne te heurte parce que c'est un conflit entre toi et lui. Mais aussi, il y a actuellement aussi des pays qui sont évolués sur cette question et qui, par exemple, si un éléphant est venu détruire tout son champ alors qu'il attendait de revenir, les gouvernements se prennent garant pour rembourser à la hauteur de son revenu après les calculs, tout ce qu'il a perdu. Ce sont des situations qui arrivent. Dans notre pays, ça arrive aussi, mais il y a toujours des solutions. Mais à côté de ça, il y a aussi, pour éviter tout cela, il y a certaines pratiques même ancestrales, qui ont toujours été utilisées par nos aïeux et qui permettaient de faire fuir justement ces animaux-là quand ils viennent, par exemple, vous siffler ou vous battez les tambours. Ça vous permet de les éloigner de vos champs pour ne pas perdre vos cultures. Donc, voici ce que je pouvais répondre à tes trois questions. Ok, merci. On va donner la parole à Monsieur Alexis Moulou. Ok, bon, merci beaucoup. Bon, pour moi, c'est quelque chose que mon frère aussi a déjà parlé. Comment expliquer et comment mettre un peu de mécanismes? Prenons les cas dans les grands Katanga. Nos deux parcs, c'est dans les parcs Upemba et Kundelungu. Et il y a aussi du côté Kalemi. Nous donnons un peu la sensibilisation par rapport au problème des éléphants. Mais tandis qu'au moment où je vous parle, les éléphants ont abîmé tout ce qui était comme nourriture de la population dans les territoires de Manono et dans les territoires de Malemba. Il y avait même quelques cas de décès d'hommes. Et on a apporté les rapports à ICCN et à d'autres partenaires tels que le gouvernement. Mais jusque-là, les ménages-là manquent un peu de l'insécurité alimentaire dans leur famille. Que dois-nous faire? Et deuxièmement aussi, nous vous remercions par rapport à cette initiative et les jours à venir, espérons avoir aussi quelques appuis techniques et financiers aussi par rapport au peuple autochtone et la communauté vivant autour de ces parcs-là. Parce que nous sommes des volontaires, on continue à mettre nos moyens pour protéger ça, mais or, il y a les résultats par rapport à la protection de l'environnement. Mais juste là, les bénéficiaires, la population ne bénéficie pas à 100% parce qu'il y a une partie du parc, c'est dans il y a des fleuves, il y a les lacs, il y a aussi des forêts, mais nous protégeons tout ça. Mais par rapport aux activités alternatives, mais on n'arrive pas à les financer à 100%. Et c'est sur ça, nous vous remercions par rapport à l'initiative et on cherche les partenaires pour exécuter, protéger et mettre les projets en résilience par rapport à ces activités. Merci beaucoup pour la lutte contre la malnutrition sévère. Madame Laetitia, je pense que c'était plutôt un complément, pas une question. Peut-être qu'il y a eu une question pour savoir comment est-ce que on peut aider à ces communautés-là à subvenir à leurs besoins à travers des revenus, mais je pense que je suis revenu sur euh, déjà le financement institutionnel. Donc, dans la pratique de chez moi, à l'est de la RDC, on est tous de la RDC, je comprends un peu la difficulté du Katanga. Euh, plus, plus vous vous regroupez, plus vous avez une association forte, plus vous avez des documents légaux, ça vous permet à accéder à des financements pour accroître vos revenus. Et cela, c'est très fortement remarqué avec un programme qu'on appelle, c'est d'ailleurs un programme national PASA,
le programme d'appui au secteur agricole qui a permis à beaucoup d'agriculteurs qui étaient déjà dans des structures bien organisées de se restructurer davantage et de commencer à bénéficier des financements. Autant pour le programme P4P, c'est un programme du PAM qui est venu pour... c'était des programmes complémentaires, mais qui sont venus, par exemple, pour les PAM, ils ont construit des marchés, ça veut dire des infrastructures, pour permettre à ces agriculteurs-là d'avoir des endroits où écouler leurs produits agricoles. Donc, voilà. Ok. Ok. Merci pour toutes ces précisions. On a des questions dans le chat box. Donc, Monsieur Kidan Boli Pototou qui dit quel système agroforestier est le mieux adapté aux cultures maraîchères? Et donc, les agriculteurs sont obligés de trouver des mécanismes à travers, évidemment, l'agroforesterie pour protéger ces cultures de l'érosion de sol. Parce que quand il y a beaucoup de pluie, euh, facilement leurs cultures s'érodent et ils perdent toute la production. Donc maintenant, ils essaient de planter non seulement certains arbres agroforestiers comme les acacias, mais ils mettent aussi au même moment des haies anti-érosives pour leur permettre de protéger leur culture. Et ça, c'est très bien adapté dans la zone est de la RDC pour les cultures maraîchères, je veux dire. Donc voilà. Ok. On a demain, il y a peut-être Monsieur Kidan qui veut peut-être apporter plus de précision ou poser une autre question. Je ne sais pas. Je vais lui donner la parole. Vous pouvez ouvrir votre... Merci encore pour la présentation très enrichissante. Euh, je suis Boli Kidan, étudiant en cinquième année, ingénieur agronome. Donc, euh, je me demandais, étant donné que dans la littérature, il est dit que euh, les, les pratiques d'agriculture itinérante sur brûlis pratiquées par certains peuples qui occupaient les forêts d'Afrique centrale ont favorisé la croissance d'essences héliophiles qui aujourd'hui sont pour certains en voie de disparition. Est-ce que, donc, parce que d'abord, l'exploitation forestière dans un certain contexte ne crée pas suffisamment d'espace dans la canopée pour favoriser la régénération de ces espèces-là. Donc, ne, euh, ne peut-on pas se demander si l'agriculture normalement pratiquée pourrait favoriser la, la régénération de ces essences héliophiles-là en créant des jachères? C'était ça ma question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien capté parce qu'il y a un mélange de beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez savoir si l'agriculture ne peut pas permettre la régénération des cultures héliophiles, c'est ça? Oui, 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 oui. Oui, mais déjà, quand vous partez sur la base de l'agriculture sur brûlis qui est fortement prohibée, à la fois parce que il a des conséquences aussi fâcheuses sur l'environnement climatique que sur l'environnement du sol. Quand vous brûlez pour avoir de la cendre, hein, c'est la pratique que les gens, et ils pensaient que quand tu brûles pour avoir la cendre, prochaine récolte, tu as une bonne productivité, mais à la fois, tu perturbes non seulement l'environnement du sol, donc les animaux qui étaient là pour créer des ports et des galeries pour l'infiltration de l'eau ne seront plus là. La fumée sera en train de remonter dans l'atmosphère pour polluer l'environnement. Mais en même temps aussi,
tu es en train de détruire les champs. Parce qu'un champ qui a été fortement, euh, je vais dire, brûlé, ou sur lesquels on a pratiqué l'agriculture sur brûlé, il finit à la longue. À la première année, tu peux, oui, avoir le double, voire le triple de rendement, mais ton rendement sera en décroissance parce qu'au fur et à mesure que tu évolues, chaque année, tu brûles, tu remets là-bas, tu seras en train de perdre justement le rendement sur ton champ. Et donc, que cette pratique-là permette la régénération des espèces héliophiles. Ok, merci Monsieur Mouloumé. On a Monsieur Patrick Mbaya qui a une question. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Ok, en attendant, je vais donc aller dans le chat box où il y a des commentaires. C'est Sabine Dan Evan qui dit, concernant le phénomène de la déforestation, je pense à mon humble avis que la déforestation en elle-même n'est pas un problème. C'est le fait de ne pas remplacer les arbres coupés qui est problématique. Monsieur André Djoudjouna dit, même quand on remplace les arbres, la biodiversité est perdue. L'écosystème n'est plus le même, sauf si on fait du prélèvement d'essences forestières et qu'on remplace. Est-ce que vous me recevez? Ok, on vous reçoit, Monsieur Patrick. Merci beaucoup, Monsieur David. Je tiens sincèrement à vous féliciter par rapport à votre présentation, mais je serai un peu rapide par rapport au timing qui nous est resté. Je suis à Kinshasa, comme j'ai dit tantôt au début, mais je fais plusieurs terrains. Alors là, je voulais parler de Parc Salonga, SID. Le parc prend en décompte des provinces, province de Maindombe et province de Chuapa. Mais moi, je parle du côté province de Maindombe. J'étais là récemment, du côté Lokolama. Je ne sais pas si d'autres collègues qui ont déjà fait de ces côtés-là. Alors, c'est que je remarquais, c'est que je vis en fait. Il y a un très sérieux problème. La population a du mal à vivre, surtout pour leur production agricole. Les animaux quittent la forêt pour venir brouter leurs champs. Ils ont utilisé des techniques ancestrales, s'il faut dire, pour protéger, mais ça ne marche pas. Alors, du coup, il, il y a maintenant un très sérieux problème entre la population qui produit des produits agricoles et les éco-gardes de ICSN qui protègent le parc pour les animaux. Alors, Monsieur David, pour ce cas, que pensez-vous par rapport à cette population qui souffre sérieusement, mais qui ont un besoin de produire l'aliment pour le besoin du monde, s'il faut dire ça. Merci beaucoup. Bon. Donc, merci beaucoup, Monsieur Patrick, pour cette question assez pertinente. Je veux dire que c'est une question qui est très malheureusement vécue dans beaucoup d'aires protégées. Et il y a, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour essayer ou tenter de répondre à cette question. Pour, au parc national de Salonga. Mais à ce niveau-là, je vais directement peut-être aller droit au but. Euh, est-ce- Peut-être avant, est-ce que
l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui est là, il a tenté de mettre en œuvre certains projets. Parce que aux dernières nouvelles, je pense que c'est depuis 2021 que les parcs nationaux de la Salongue en fait plus partie des parcs nationaux de la RDC avec le statut parc en péril. Ça veut dire aussi que depuis qu'il est sorti de ce statut-là, euh, forcément, je n'ai pas assez d'informations, mais il doit maintenant être en train de bénéficier de plusieurs appuis, qu'ils soient institutionnels, pour tenter de protéger cette aire protégée. Mais je crois que nous devons tous, quelque part, blâmer notre gouvernement parce qu'il y a des secteurs dans lesquels ils doivent fortement mettre la main pour tenter de sauvegarder. C'est cela qui fait la richesse de la RDC et d'essayer par tous les moyens de chercher des partenariats de gauche à droite parce que j'en ai développé dans les stratégies d'adaptation des communautés locales face au changement climatique, mais aussi face à ces conflits hommes-femmes-là. J'ai donné l'exemple du parc national de Virunga où, à travers le partenariat et à travers un appui institutionnel, ils ont essayé de mettre une clôture électrique autour du parc. Cela n'était pas suffisant et ça n'a pas pris justement toute l'étendue du parc, mais ça a permis dans une certaine mesure de limiter en fait ces conflits-là. Je pense que ce serait une alternative où il faudrait penser de voir comment est-ce que faire les plaidoyers. Je crois que ça aussi j'ai évoqué dans ma présentation pour justement voir comment est-ce que le gouvernement peut davantage s'impliquer pour chercher le financement et aider ces populations locales-là. Voilà à mon niveau ce que je peux apporter comme réponse. Ok. Merci pour votre réponse, monsieur. Je vais lire une question qui se trouve dans le chat box. La question est de Madame Sabine Evan. Elle dit, en parlant de l'agriculture climato-intelligente, en particulier les produits forestiers non ligneux des forêts du bassin du Congo, selon vous, comment pouvons-nous faire une étude du suivi de la chaîne de valeur de ces produits forestiers depuis l'extraction jusqu'à la consommation finale? Euh, donc, si j'ai bien saisi la question, je pense que c'est deux choses qui sont déjà même à la base différentes. Elle parle de l'agriculture climato-intelligente. Climato-intelligent. Donc, c'est l'agriculture, comme je disais, le Climate Smart Agriculture. Peut-être qu'il faut revenir sur les principes de base. C'est que cette agriculture de valeur des produits forestiers non ligneux. Moi, je pense, à mon avis, que ce qu'il suffit de faire, et c'est ce qui s'est fait dans beaucoup d'aires protégées, c'est de déjà assurer un contrôle, assurer un contrôle pour l'exploitation de ces produits forestiers non ligneux et essayer de tenter de réguler les entrées et les sorties en fonction de la période où on estime que les produits sont maintenant disponibles. Et comme j'étais en train de le dire tantôt, cela ne s'est fait que à travers un État fort. Parce que la plupart de nos États, je ne sais pas si Sabine, elle est du côté de Cameroun, je pense, vu le nom. Je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, mais par rapport aux forêts, par exemple, en RDC, on a encore une faiblesse. Il y a notre ami, je ne me souviens pas trop comment encore il s'appelle, je pense Emmanuel, qui a présenté sur le parc national de Salonga aussi, qui disait que, et c'est la même difficulté partout dans les aires protégées, on a une faiblesse de main-d'œuvre. Ça veut dire on a un grand espace à contrôler,
mais il n'y a pas de ressources pour les contrôler. Ce qui fait à ce qu'il y ait des intrusions illicites dans les parcs pour exploiter de manière désordonnée toutes les ressources. Alors que si on avait un État fort qui mettait des moyens pour contrôler tout cela, on allait justement facilement contrôler toute la chaîne de valeur de ces produits. Bon, c'est deux choses un peu différentes, mais voilà ce que je peux tenter d'apporter comme réponse par rapport à sa deuxième préoccupation. Ok. Il y a Boris Moderoy dans le chat box qui dit il y a déjà un projet de réduction des pressions anthropiques sur le parc national de Salonga à Dekez. C'est un Bon, projet financé par l'UE et exécuté par OX GB. Et Monsieur Boris Moderoy qui a une question, mais n'arrive pas à lever la main. Est-ce que si vous me recevez, Monsieur Boris Moudera, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Et Monsieur Eli aussi Moutouedou. OK, il nous reste exactement, on va dire, 2 minutes à peu près. Si, Ouais. OK, Monsieur Eli, vous pouvez poser votre question. Euh, Merci beaucoup. En fait, ce ne sont pas des questions, mais ce sont plus des contributions. OK, David, félicitations pour la présentation. Elle était vraiment claire et très merci. intéressante, riche en informations. Je veux rebondir un peu sur l'aspect qui touche le parc national de Salonga. Le parc national de Salonga ne touche pas seulement la province de la Chuapa et de Maindombe. La province, le parc, en fait, va jusque dans le Sankourou et plus loin encore parce que c'est pratiquement le plus grand. C'est le premier ou si pas le deuxième plus grand parc de la RDC. Il y a des projets qui sont développés, à part ce que Boris a écrit dans le chat box. Il y a également un projet qui s'appelle projet Desira Agroforêt, qui est mis en œuvre par Enabel avec l'appui financier de l'Union européenne et exécuté par différentes institutions sur place. Le projet, en fait, il est exécuté du côté Sankuru, là où on essaie un peu de revitaliser la culture des l'EVA. On essaie de voir, dans le but, en fait, justement, de réduire la pression, parce que de l'autre côté, il y a une population qui est vraiment pauvre. D'un côté, il y a la population qui est vraiment pauvre, de l'autre côté, il y a les ressources naturelles qu'il faut protéger. En ce sens-là, on a mis en place un projet enfin, il y a des projets qui sont en train d'être développés, justement, pour essayer de réduire la pression sur le parc national de Salonga. La deuxième des choses, c'est que on a parlé de l'agriculture itinérante sur brûlis. En fait, c'est l'un des défis majeurs dans les forêts, pour les forêts tropicales en général. Évidemment, si on met de côté l'expansion, la déforestation due aux grandes cultures, notamment pour le soja, pour les VA, pour le palmier à huile, si on met tout ça de côté, il y a également l'aspect agriculture itinérante sur brûlis qui est vraiment un aspect qu'il faut vraiment prendre en compte et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que dans les jours à venir, il y a des prévisions qui disent que en Afrique, la population va pratiquement continuer à augmenter à un rythme qui, entre guillemets, je dirais, qui est incontrôlé. Et pour toute cette population-là, il faut trouver à manger avec des techniques de production qui ne sont pas aussi, entre guillemets, développées que ça. Le souci, c'est qu'on ira justement chercher des terres à cultiver là où les terres semblent être en bon état. Et les terres en bon état, on va les chercher où? C'est dans la forêt. Donc, par conséquent, on va couper tout ce qui est forêt là-bas et puis on va essayer de voir un peu la production maintenant, comme David l'a bien expliqué, la première année, deuxième année, troisième année, peut-être que vous pouvez bien produire, mais plus les années passent, plus la tendance est que la production va continuer à baisser. Actuellement, je prends beaucoup de minutes, je suis désolé, hein. Actuellement, il y a en fait un intérêt justement qui commence à croître sur comment est-ce que les forêts se régénèrent maintenant après passage de l'agriculture itinérante sur brûlis. Ça, c'est une thématique qui est vraiment d'actualité actuellement. Dans le bassin de l'Amazonie, on a conduit des études qu'on appelle des études de chronoséquence. On a installé des dispositifs permanents sur différents intervalles de temps
depuis la période où le champ a été abandonné par l'agriculture itinérante sur Willy, on a étendu le champ jusque dans une zone qu'on va qualifier de mature. Et puis, on essaie maintenant de voir à quelle vitesse la forêt est en train de se régénérer, mais également à quelle vitesse la biomasse se met en place. Et on essaie d'étudier aussi les aspects liés à la diversité floristique en combinant différents aspects à travers voilà, des études statistiques, si je peux les dire comme ça. C'était ça un peu ma contribution. Une dernière peut-être, le produit forestier non ligneux pour la chaîne de valeur. C'est la personne qui a posé la question et au Cameroun, c'est que, en fait, au Cameroun, il y a des produits qui sont même déjà certifiés. Donc, la chaîne de valeur, elle est vraiment, là, vraiment connue. Ils sont même arrivés à la certification de ces produits forestiers non ligneux. Donc, il suffit juste que la personne cherche sur Internet les produits forestiers non ligneux certifiés du Cameroun. Je suis sûr qu'elle va trouver des informations quant à cela. Merci beaucoup. Merci, Elie. Je voudrais, Gina, si tu peux, pas Gina, Laetitia, désolé. Je voudrais juste apporter aussi la lumière sur la question de Boris qui n'a pas pu poser vivement. Mais lui, il a demandé en premier lieu pourquoi j'ai mis la culture de la pomme de terre, je l'ai classée parmi les cultures maraîchères. Je voudrais peut-être, avant qu'on sorte de cette séance, que cela soit levé. Parce que, à la base, la pomme de terre n'est pas une culture maraîchère en tant que telle, parce que les cultures maraîchères, comme on le sait, ce sont essentiellement les laitues, les choux, les carottes, les oignons et tout le reste. Mais dans la mise en œuvre de certains projets, et dans beaucoup de rapports d'ailleurs et beaucoup d'études, quand on les lit, on se rend compte que la pomme de terre est en tête des listes des produits maraîchers. Donc, scientifiquement, oui, ce n'est pas une culture maraîchère, mais en pratique et dans beaucoup de rapports de projets, dans beaucoup d'études, on les présente comme une culture maraîchère parce que oui, on la cultive dans des zones où d'autres cultures maraîchères croissent très bien. Et donc, je voudrais juste qu'on lève cette petite équivoque. Voilà. Ok. Ok. Merci beaucoup à Monsieur Elie pour sa contribution et merci à vous, Monsieur Mouloumé, pour cet éclaircissement et surtout pour la présentation de ce soir. Elle a été très instructive. On a tous beaucoup appris. C'était vraiment un honneur pour nous, vraiment, de vous avoir sur notre plateau. Et donc, on est arrivé à la fin de la session de cette soirée. Vous pouvez juste ouvrir votre micro pour dire au revoir. Et on se retrouve exactement dans 2 semaines pour la prochaine présentation. Donc, je veux aussi vraiment remercier l'audience de s'être joint à nous ce soir et bonne soirée à tous. Au revoir.